Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 84. Sur la terre comme dans les cieux. La guerre d'Italie de la fin des années 30 est un épisode majeur, aussi bien qu'ignoré de la saga des Mérovingiens. Relatées en détail dans les correspondances et les chroniques contemporaines du VIe siècle, ces chroniques présentent d'ailleurs de façon assez flatteuse le roi Théodobert Ier comme un rival de l'empereur romain Justinien. Mais cela ne doit pas nous faire oublier les deux oncles du brillant. En effet, ce n'est pas parce que Théodobert est sur le devant de la scène dans la botte qu'il faut conclure que Childebert le Brouillon et Clotacar le Futé sont restés oisifs au bord du tépidarium à siroter leur pastis en grignotant des olives farcies sur leur terre provençale nouvellement acquise. Car les deux oncles, probablement piqués au vif par la prestigieuse virée de leur neveu en Italie, se sont démenés pour tenter de se hisser à la hauteur de leur neveu Théodebert. C'est donc la course à l'échalote mérovingienne des années 30 que nous allons suivre dans cet épisode. L'enchaînement des séquences qui marquent les années 535 à 545, à l'exclusion de la guerre d'Italie, reste particulièrement difficile à établir, et notamment l'enchaînement logique des épisodes. Alors évidemment, on peut toujours blâmer l'imprécision des chroniqueurs. Et pour commencer, celle de Grégoire, pas toujours très claire dans ses explications pour rester dans l'euphémisme. Mais il ne faudrait pas négliger non plus la politique erratique des personnages principaux, à commencer par l'oncle Childebert le Brouillon. Un roi qui passe son temps à louvoyer bizarrement entre amour et haine envers ses propres parents, hésitant entre l'alliance ou l'hostilité, selon l'année ou même la saison qu'on considère. Est-ce que vraiment Grégoire est confus? Ou ces textes ne sont que le reflet de ce qui se passe réellement dans la tête du roi de Paris? Alors, petit rappel des événements des 20 dernières années. Childebert a réussi à se fâcher, puis à se réconcilier avec Clotacar lorsqu'ils se sont associés pour assassiner leurs deux neveux à l'arme blanche dans les années 20. Puis il s'est pris la tête avec son demi-frère Théodoric, en essayant de lui prendre l'Auvergne durant sa campagne de Thuringe, refusant ensuite de se joindre à l'expédition de ses deux parents en Visigothie en 532, avant de s'embrouiller à nouveau avec son neveu Théodebert, à qui il a voulu chipper son trône en 534, avant une nouvelle fois changer d'avis à son sujet. Difficile à suivre quand même. Mais bon, apparemment, maintenant, les deux hommes ont trouvé un terrain d'entente lors du partage de la Provence autour de 537. Et ils se rendent ensemble à Arles pour organiser jeux du cirque et autres courses de chars, et décident solennellement, à partir de là, de ne plus jamais se faire la guerre. L'alliance va même aller un cran plus loin, puisque le Brouillon profite de cette réconciliation avec son neveu pour littéralement l'adopter et en faire son héritier. Preuve d'un partenariat vraiment solide cette fois entre les deux rois. Et là, je dois bien vous avouer que je suis comme vous, un peu paumé et ne sachant pas à quel saint me vouer. Y aurait-il enfin un peu de sentimentalisme ou de moralité dans cette sacrée famille? Peut-être. Qui sait si Théodebert n'était pas l'homme le plus charmant du siècle, avec une personnalité magnétique, à organiser des fiestas mémorables au pied des Alpilles pour amadouer l'oncle Bougon, qui apparemment ne supportait pas grand monde dans sa famille. Mais, à lire entre les lignes, on voit bien que Grégoire laisse entendre qu'il y a plus que ça en réalité. D'abord, que c'est surtout face à l'impossibilité de triompher par la force que Childebert change de politique. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, nous dit l'évêque dans sa chronique, ce qui déjà casse un peu l'image idyllique d'une réconciliation familiale tout à fait sincère. Deuxième élément à prendre en compte, l'explication derrière l'adoption, c'est selon les mots mêmes de Childebert, et je cite à nouveau, parce que lui-même n'avait pas de fils. Et il choisit donc par cette décision de faire de son neveu son héritier.
Ce qui, sincèrement, sonne plus comme une décision politique qu'émotionnelle, non? Rappelez-vous, ne pas avoir de successeur légitime durant le haut Moyen-Âge, c'est s'acheter à coup sûr des troubles si on a la chance de vivre vieux. Car le temps nous rattrapant tous, comme il rattrape peu à peu Childebert, l'approche de l'heure de sa succession va forcément créer du grabuge au bout d'un moment. Il est inévitable que des parents ou des aristocrates vont devenir remuants si le roi commence à faiblir et que la succession au trône devient incertaine. C'est le genre de situation qui libère toujours les ambitions et les rivalités entre les clans et les aristocrates proches du trône. Des hommes craignant ou espérant tous quelque chose selon comment la lutte pour l'héritage va tourner. Et oui, en effet, cela était un peu trop beau. Ton éclairage nous renseigne un peu mieux sur la soudaine affection de Childebert pour Théo. Si vous voulez mon avis, il s'agit surtout d'un choix tout à fait rationnel à partir de 537, afin de s'acheter un allié puissant et de se réserver une place en maison de retraite sur la Riviera à Nicaea. L'adoption semblait en effet un bon choix. Théodebert s'est probablement dit qu'en acceptant, il hériterait tôt ou tard d'un énorme territoire franc, sans avoir besoin de dégainer la moindre francisque, alors qu'il était englué jusqu'au cou avec les opérations en Italie dans le même temps. Donc en effet, cela donne l'impression d'un deal Victor-Victor, comme disaient nos amis armoricains, mais un deal qui doit inévitablement transformer du même coup la dynamique du trio. Puisque le rapprochement de l'oncle et du neveu met de fait sur la touche le troisième larron Clotacar. N'est-ce pas? En tout état de cause, on apprend qu'à une date très difficile à déterminer, Childebert et Théodebert se retournent violemment contre leurs parents Clotacar. Alors déjà, vous vous rappelez que le paiement du tribut de 50 000 pièces d'or arraché à Théoda en 535, après le meurtre de leur cousine et son épouse Amalasunthe, avait entraîné des problèmes. Le Brouillon et le Brillant s'étaient mis d'accord pour se partager le Vergeld à deux, en réplique à la confiscation du trésor de Clodomir par le Futé, même si là encore, l'enchaînement des responsabilités reste très embrouillé. Mais apparemment, cette dispute financière n'avait été que le premier acte d'un conflit plus large, puisque les deux nouveaux alliés décident après coup de lever une armée et d'attaquer militairement Clotacar. Alors, est-ce que c'est une bataille défensive, une vengeance ou une simple agression pour faire rendre gorge au Futé pour ses divers crimes du passé? Pas sûr, et même la date n'est pas claire. On devrait dire la fin des années 30, mais sans garantie. En tout cas, Grégoire n'en parle pas beaucoup, sans doute gêné de devoir raconter des disputes peu glorieuses entre membres de la famille royale. Sauf que cette fois, on ne plaisante plus apparemment. Le père adoptif de Paris et son neveu héritier le Brillant mettent une armée sur pied et partent confronter Clotacar avec la ferme intention de l'anéantir pour de bon. À croire qu'il a poussé un peu trop loin ses provocations au point de les forcer à la guerre, malgré les préventions des Francs pour les conflits civils. D'ailleurs, Frédéguer, le chroniqueur tardif du 7e siècle, mentionne la forêt de Brotonne, quelque part entre Rouen et Le Havre, ce qui signifierait que c'est plutôt une guerre défensive pour les deux alliés. Clotacar étant dans ce cas-là en train d'envahir les terres de son frère Childebert. Quoi qu'il en soit, l'antagonisme avec Clotacar est total, et la force considérable mise en place par les deux alliés met en déroute le roi de Tournai avec son armée lors d'une bataille dont on ne sait rien, sinon son existence. Le Futé, acculé, est obligé de se réfugier avec les rescapés de son armée dans une forêt, en Seine-Maritime ou ailleurs, et s'y barricade donc en construisant un rempart de bois à la va-vite. Pas dans l'espoir de gagner la bataille, ce qui semble exclu à en croire les chroniques au vu du rapport de force, mais seulement pour vendre sa peau le plus chèrement possible. Une fin prématurée donc, qui ne va pas se produire finalement, grâce aux prières de l'intéressé et de sa mère. Ah oui, c'est vrai que plutôt Sainte-Croix-de-Shield, vit toujours quelque part en Touraine dans les années 30, et que comme elle n'avait pas grand-chose à faire, et que le monastère avait par chance les chaînes d'infos en continu, elle a décidé de prier le fameux Saint-Martin dans l'espoir d'un dénouement positif. Non mais sérieusement Xavier, je suis vraiment obligé de commenter une histoire aussi bancale? Quoi qu'il en soit, prière efficace ou non, une intervention quasi surnaturelle va littéralement débloquer la situation. La veille de l'assaut généralisé censé anéantir Clotacar et ses hommes, une tempête de grêle s'abat précisément sur les armées de Childebert et de Théodebert et met en déroute chevaux, tentes et hommes,
Ben voyons. Un épisode climatique spectaculaire qui brise l'élan des deux rois et qu'ils interprètent immédiatement comme un message du divin condamnant leur tentative de parenticide. Les deux rois réalisent qu'ils ont fait fausse route moralement et militairement De mieux en mieux. et acceptent de re-signer la paix avec Clotacar le Futé, assez chanceux pour bénéficier d'un dénouement aussi inattendu. Grégoire de Tours. Ou plutôt Greg le mytho. Toujours prêt à nous refourguer une vieille référence biblique avec une bonne reprise du livre de Josué chapitre 10 où la grêle divine frappe l'armée impie de Cananéens. Bon, impossible de dire grand-chose d'une histoire pareille, dont on ne sait ni le lieu, ni la date, et dont la matérialité est assez douteuse pour rester gentil. Et si on ferme les yeux sur le côté péplum que nous sert l'évêque, on peut même faire l'hypothèse qu'effectivement, quelque part avant 540, la tension est assez montée entre les trois royaumes pour qu'on frôle la guerre civile. Ça semble une conclusion plutôt probable, disons. Même si finalement, quelle qu'ait été la météo bizarre de cette année-là, le conflit n'a pas duré dans le Regnum. Mais il y a un bémol. Tout ça semble prouver que l'optimisme des écrits d'Agathias, prétendant que la guerre civile est impossible chez les Francs, c'est quand même vachement optimiste. Cette énième dispute entre les frères manque de vraiment mal tourner, mais se résout dans le calme in extremis. Soit que les prières et les tabous culturels les ont empêchés de commettre l'irréparable, soit que les autres priorités du moment, notamment la lutte en Italie pour Théodebert, qui avait sans doute d'autres Ostrogoths à fouetter, a poussé tout le monde au compromis. Mais comme on n'est pas rancunier entre le roi du Regnum, Childebert décide une nouvelle fois de changer d'avis vis-à-vis de son frère quelques années après ce coup de sang. Autour de 541-542, alors que Théodebert est en train de terminer ses opérations italiennes, le roi de Paris décide qu'il est temps d'enterrer la Francisque de guerre avec Clotacar et les deux frères s'allient à nouveau pour repartir ensemble vers le sud. Tout simplement parce que si leur union a permis la capture de la Burgondie 7 ans plus tôt, rien ne les empêche de rêver et de recommencer la même approche avec les Visigoths cette fois. Et oui, on ne change pas un équipage qui gagne, comme on dit de nos jours. Mais Childebert, on pourrait se demander s'il n'était pas bipolaire. Car les relations avec sa famille, c'est un peu n'importe quoi. Peut-être. En tout cas, opportuniste, c'est sûr. Car n'allez pas imaginer que des raisons tout à fait particulières justifieraient cette nouvelle attaque surprise des deux frères en Ibérie, alors que leur neveu reste mobilisé sur le front Est avec sa nouvelle guerre froide contre Byzance. C'est simplement que l'occasion doit être trop belle, avec l'instabilité politique du royaume wisigoth à ce moment-là, lui-même en train de rentrer progressivement en conflit avec l'Empire, puisque Justinien prépare une invasion par la région qu'on appellera un jour Andalousie. La campagne de 541-542 va donc suivre le schéma habituel. Les deux rois francs et leur armée traversent les Pyrénées par le col de Roncevaux, où les Basques vont les laisser passer, vu qu'ils sont eux-mêmes en pleine rébellion contre le pouvoir visigothique. Tu veux dire qu'ils ne vont pas leur lâcher les Basques ? Nos deux compères déclenchent une campagne massive de pillage et de destruction, dévastant la future province d'Aragon, s'emparant de la cité de Pampelune et atteignant finalement Saragosse été 542. Une cité immense pour le coup, riche et bien fortifiée, mais qui, comble de malchance pour nos deux frères, décide de résister. Il faut dire que les habitants sont sans doute bien au clair sur les paramètres à considérer avec Clotacar le Futé et Childebert le Brouillon à leur porte. Ils ont la cité la plus riche du nord du royaume wisigoth. Si elle tombe, ils n'ont rien d'autre à espérer que le pillage complet et le massacre garanti des habitants, vu que les deux francs auront atteint leur objectif principal. Donc vendre chèrement leur peau semble le meilleur plan de base pour eux. Et deuxième paramètre, les Francs n'ont pas les moyens de briser sa muraille romaine encore bien debout en 542, puisqu'ils n'ont probablement pas dû amener avec eux du matériel de siège. Un petit détail que les défenseurs de la ville ont dû bien noter. Des hommes pas totalement débiles, sous prétexte qu'ils sont à rien. Les Saragossans, c'est leur nom, décident donc de faire durer. Ils vont résister pendant des jours aux Francs, refusant de se rendre, multipliant les processions religieuses dans la cité et brandissant du haut de la muraille leur plus précieux trésor, à savoir la tunique du saint local, ultra célèbre en Ibérie durant l'Antiquité, le fameux Saint Vincent, mort brûlé sur un gril sous Dioclétien 2 siècles plus tôt. Est-ce que cette technique va payer comme l'affirme Grégoire, attribuant la défense réussie de Saragosse à la foi inébranlable des habitants,
revenant de leur mauvaise voie, comme ceux de Ninive dans le livre de Jonas, et forçant les Francs à décrocher contre une belle rançon? C'est possible. Ou est-ce que le chroniqueur Isidore de Séville a raison d'attribuer la fin de partie à l'arrivée d'une armée visigothique qui réussit à dégager la ville et à tuer un bon nombre de Francs, puis qui termine la guerre en achetant leur départ? Possible là aussi. Ou est-ce que c'est l'auteur du Liber Historia Francorum du 8e siècle qui aurait la bonne version, celle où les deux rois acceptent de repartir vers le nord après une négociation, en échange de 2 reliques inestimables qu'ils emportent avec eux, la fameuse tunique de Saint-Vincent et une somptueuse croix en or de Tolède? Moins probable quand même, mais qui sait? Le plus vraisemblable est sans doute un mélange d'un peu tout ça. Les Francs n'ont pas conquis la ville, mais ont dû quand même récupérer un tribut des habitants de la région, voire de Saragosse, en déguerpissant avec plus ou moins de pertes devant le retour de l'armée visigothique du sud. Fin 542, riche du pillage et peut-être de 2 des plus précieuses reliques d'Ibérie, les 2 frères, à nouveau copains comme cochons, repartent donc vers le Regnum avec le reste de leurs troupes, pas mécontents de leurs vacances d'été dans le sud. La lecture très différente des chroniques franques et wisigothes rend la conclusion de la campagne difficilement lisible, puisque les deux décrivent la victoire de l'une ou l'autre des parties. Bien sûr que cela veut dire qu'il y en a forcément un qui nous enfume. Mais comme ce sont les Francs qui décrochent et qu'ils ne vont pas revenir en Ibérie avant un certain temps, je donnerai plutôt le point aux Wisigoths pour le coup. Comme quoi, après la catastrophe en Italie 2 ans plus tôt pour Théodobert, tout le monde a bien compris que les Francs sont peut-être la puissance dominante à l'ouest, mais aussi qu'ils ne sont pas irrésistibles. Parce qu'il y a quand même un principe de réalité à respecter, même au VIe siècle. Un roi ne peut pas gagner toutes les batailles à chaque fois contre des adversaires disposant à peu près des mêmes technologies, de la même organisation et des mêmes ressources que lui. Mais du coup, succès mitigé pour le brouillon et le futé? Est-ce que Childebert, qui a tenté 2 fois en 10 ans de conquérir une partie du royaume wisigoth, mais qui rentre les bras chargés d'or, mais sans un pouce de terre, est déçu? Probablement un peu. L'or, ça se distribue vite, et il faut perpétuellement aller en chercher avec des campagnes militaires pénibles, alors que la terre, ça fait des cadeaux durables pour faire plaisir à des leudes. Ou ça augmente ton domaine, ton fisc, comme tes sources d'impôts directs et indirects. Alors soyons justes, il reste quand même les reliques. Et il ne faut pas croire que les succès religieux n'ont pas d'importance dans notre histoire. Au contraire, et il faut en parler. Ah non, c'est pas vrai. Tu vas pas recommencer avec la religion, la vie des saints, leurs œuvres, leurs auréoles et leurs babioles bling-bling. D'abord, n'oublions pas que Childebert est un homme pieux. Vraiment, pas simplement de façade. L'homme est un fidèle soutien de l'Église et il prend très au sérieux son rôle de roi chrétien. D'ailleurs, il semble bien que sa vie durant, il va mettre en œuvre une politique active de soutien de la christianisation de son royaume. On en a une preuve formelle pour le coup, avec un des rares décrets royaux conservés du VIe siècle, où Childebert lui-même ordonne à ses évêques que tout soit mis en œuvre pour chasser l'hérésie et encourager la destruction des idoles païennes. Idem avec les conciles d'évêques qu'il va organiser directement sous son règne. Et puis, on en a des preuves indirectes, avec un paquet de vies de saints et de chroniques tardives où le bon roi encouragerait toute sa vie les missionnaires de son royaume, en leur donnant terre et argent, comme Saint Vigor de Bayeux, Saint Samson de Dole ou Saint Germain de Paris. Notre homme soignerait son amitié avec les saints et les ermites de son temps, des hommes pieux qu'il place sous sa protection spéciale et dont un certain nombre deviendront les évêques de la 2e partie du siècle. Et ça, c'est sans parler de son rôle de bâtisseur, car l'homme est censé être derrière la construction d'une cascade d'édifices religieuses. Une abbatiale à Celles-sur-Cher, une à Dole dans l'Eure, un monastère aux hommes à Arles, un prieuré dans le Calvados, un hôpital pour les misérables à Lyon, ancêtre de l'Hôtel-Dieu d'ailleurs. On lui prête même la refondation ou la rénovation splendide de la cathédrale de Paris sur l'île de la Cité, possible précurseur de l'édifice ultra célèbre bâti au XIIe siècle et qu'on peut toujours visiter. Est-ce que toute cette action est certaine, vu qu'elle n'est rapportée qu'ultérieurement dans pas mal d'agiographies de saints écrites des années voire des siècles après les faits? Non, mais il est peu probable, inversement, que tout ça soit fabriqué de toutes pièces pour autant, si on n'avait pas affaire à un roi marquant les esprits de son temps avec son action décisive pour la christianisation. Dernier indice qu'on peut ajouter au dossier,
la décision surprenante de Childebert de rester apparemment fidèle à sa seule épouse Ultra-Gotha, alors qu'il aurait la possibilité d'imiter son petit frère, le serial lover Clotacar, qui enchaîne conquête et enfants. Mais Childebert ne semble pas fait de la même étoffe, en tout cas pas qu'on le sache. On ne lui connaît ni seconde épouse, ni concubine, ni enfant bâtard. Rien. Une vie affective d'une normalité affligeante. Alors, peut-être que son amour inconditionnel pour Ultra-Gotha l'a empêché d'aller voir ailleurs. Mais cette décision n'a pas été sans conséquence pour lui, car les deux n'ont eu que 2 filles, et l'âge venant, Childebert doit réaliser qu'obtenir un enfant mâle avec sa reine est en train de devenir improbable. D'où sa décision surprise mais logique d'adopter Théodebert le Brillant et d'en faire son successeur autour de 540, soit par amitié pour ce neveu, soit pour s'éviter des troubles civils à venir dans son royaume où il n'a pas de successeur désigné à ce stade. C'est vrai qu'en 542, Childebert a seulement la quarantaine et que d'autres enfants seraient possibles en se tournant vers des compagnes plus jeunes. Mais Childebert ne va pas donner suite et il va choisir son neveu plutôt que de se lancer dans une parentalité tardive pour l'époque. Et l'une des explications les plus plausibles, c'est en effet des considérations religieuses poussant le roi à rester fidèle. Certes un peu brouillon militairement et politiquement, mais fidèle à ses vœux et à la très mondaine Ultra-Gotha. Ainsi qu'à Dieu, il semblerait. C'est ce qui expliquerait donc que ce roi très chrétien ait ramené des belles reliques en souvenir de ses vacances en Ibérie, plutôt que du chorizo, de la sangria ou des vêtements bariolés, comme Hermann et Frida l'auraient fait. Peut-être pour la tunique de Saint-Vincent et la Sainte Croix si on est optimiste, même si l'histoire sent bon la légende. Mais pourquoi pas? Comme on l'a dit sur l'épisode bonus du Castrum Tigernum, le culte des reliques, qui commence dès le IVe siècle avec l'officialisation du christianisme dans l'Empire, prend une tournure considérable au Haut Moyen-Âge en Gaule. Même si ce phénomène peut nous sembler curieux au XXIe siècle, la vérité, c'est que ces objets vont devenir des enjeux stratégiques pour l'époque mérovingienne. À la fois pour leur pouvoir supposé dans les tourments du siècle, les guerres ou les maladies, comme pour le prestige incroyable attaché à leur possession. Et toutes ces reliques deviennent donc extrêmement recherchées au fur et à mesure que la christianisation s'étend dans les têtes et sur le terrain. Et pour Childebert, l'homme de foi et l'homme de pouvoir, là, on est dans un sujet brûlant littéralement. Car dès le début de l'ère mérovingienne, même si rien de tout ça n'est théorisé clairement autant qu'on le sache, les rois du Regnum commencent à prendre une dimension sacrée particulière. Et tout ce qui peut contribuer à faire un peu briller leur piété et leur soumission au roi des cieux est bon à prendre. Alors, on peut dire que rien de tout ça n'est bien nouveau sous le soleil, et que le modèle biblique d'un roi marchant sous le regard de Dieu continue de marquer les esprits. Qu'il soit bon et approuvé par le Seigneur, comme David ou Salomon, ou littéralement odieux, comme Akab ou Manassé, dont les règnes vont par conséquent mal finir dans le texte biblique. De même, l'Empire romain a toujours connecté le souverain à la divinité, à l'époque païenne du Haut-Empire comme à l'époque chrétienne de l'Empire romain tardif. Et ça, c'est sans même parler de l'origine barbare des rois francs, qui, même si on sait peu de choses à ce sujet, viennent d'un monde germanique où le chef tribal dispose sûrement d'un pouvoir surnaturel venu des dieux, à même de lui donner la victoire et la force. Alors ce n'est pas une théocratie royale non plus. Les évêques ne considèrent pas les rois comme les chefs spirituels du royaume. Il ne faut pas exagérer. Car ça, c'est leur job à eux. Et ils y tiennent. Mais qu'il y ait une dimension sacrée à leur fonction, ça c'est sûr. Et de fait, les rois endossent progressivement un rôle dans la propagation ou la défense du christianisme au sein du Regnum au VIe siècle, avec le soutien actif du clergé qui les attend sur ce terrain-là. Donc carotter quelques reliques à droite et à gauche, c'est envoyer des gages au clergé que vous prenez le job au sérieux. Sauf que bien sûr, tout n'est pas si simple, et il y a un effet négatif dans cette évolution. Que leur pouvoir soit renforcé par leur association à la foi, c'est sûr. Mais cela implique aussi des devoirs particuliers, notamment un comportement et une action de défenseur de l'Église qu'on s'attend fermement à les voir assumer. Grand pouvoir, grande responsabilité, comme disait Aranea Viri. Bah oui, Spider-Man quoi. Eh oui, je viens juste de me rendre compte que Google Translate marchait aussi avec le latin. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il faut comprendre les lettres des prélats qu'on a retrouvées, à commencer par celles d'Agit ou de Rémy,
qui félicite Clovis comme les autres lettres d'évêques du même type au VIe siècle. Des lettres respectueuses pour le pouvoir civil, mais des mises en garde aussi, pour celui qui a reçu une charge extraordinaire du Seigneur et qui doit s'en montrer digne. Le clergé du royaume souhaite effectivement soutenir le roi et son pouvoir sur le pays, d'accord. Mais il attend de plus en plus en retour un comportement et une politique un minimum alignés avec les priorités de l'Église. Ce que les rois mérovingiens ont vite compris comme étant dans leur intérêt propre, qu'ils aient été convaincus au nom de l'affaire. Et Childebert le Brouillon est dans ce cas-là, lui qui, jusqu'à la fin de ses jours, va démontrer qu'il est un véritable roi chrétien, œuvrant sous le regard de Dieu, mais cherchant à combiner son rôle séculier avec ses obligations sacerdotales. Capable de mettre une bonne partie de son énergie ou de son trésor au service de la propagation de la foi, tout en sachant de temps en temps s'asseoir sur les demandes de l'Église quand son intérêt terrestre est trop directement menacé par leurs requêtes. Un en même temps religioso-politique du VIe siècle donc. Quoi qu'il en soit, fin 542, le Brouillon rentre à Paris à la tête de ce qui lui reste de son armée, bien enrichie si on doit faire un équilibre entre les textes qui nous sont parvenus. Alors c'est vrai, en 542, l'église de son papa, avec les reliques de Sainte-Geneviève, se dresse fièrement en haut de la colline du 5e arrondissement. Mais ce n'est pas la sienne. Idem, la nouvelle cathédrale de Paris, en cours de réaménagement quelque part sur l'île de la Cité, voire même sous l'édifice actuel, on parle d'un bâtiment qui est celui de l'évêque, pas le sien. Childebert se dit que s'il veut marquer les esprits, il doit imaginer un projet spectaculaire, bien à lui, pour servir Dieu comme sa propre gloire. Surtout s'il lui reste de l'or de son voyage en Ibérie, voire quelques belles reliques précieuses qu'il a captées ici ou là. Et qui sait, si ce n'est pas à la tête de son armée, rentrant sur la capitale, qu'il a remarqué les ruines d'un vieux temple païen, situé pas loin des murailles romaines, sur une petite butte, rive gauche au bord de la Seine. Un bel endroit pour fonder un sanctuaire éclatant et dont la gloire ne pourrait que rejaillir sur le roi, sur la terre comme dans les cieux, pour citer les évangiles. Et c'est ainsi que va être posée dans les années 40 les premières pierres d'une basilique qui deviendra vite une abbaye et dont les bâtiments actuels sont connus sous le nom moderne d'église de Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Childebert a construit son édifice à lui. Une première église à cet endroit, dont le nom initial sera sans surprise l'église Saint-Vincent et Sainte-Croix, histoire de conserver les deux magnifiques reliques venant d'Espagne. Ou alors, vous pourrez me dire, c'est peut-être l'inverse. C'est parce que Childebert Ier l'a appelé Saint-Vincent et Sainte-Croix que l'auteur du Liber au 8e siècle en a déduit que les précieuses reliques étaient là. Quoi qu'il en soit, Childebert le Brouillon, qui n'a pas encore la cinquantaine en 542, n'a finalement pas tout raté dans sa vie, même s'il n'avait pas de Rolex. Ok, il s'entendait mal avec ses frères. Ok, il a raté une campagne militaire sur 2. Et ok, il changeait plus souvent d'avis que de subblicaculum. Mais au moins, il avait la foi et il était en train de devenir le premier roi vraiment décisif pour la propagation du christianisme dans le Regnum Francorum. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode.